Bonjour à toutes et à tous. Alors, sur cette table ronde de la première ou la deuxième de l'après-midi, on va parler beaucoup d'innovation sur une thématique qui est armée-industrie. Comment rester à l'état de l'art à l'ère du numérique? Et nous avons la chance et l'honneur d'avoir le commandant du combat futur, le général Bruno Baratz, et le PDG de Thales, Patrice Ken. On va démarrer tout de suite. Général Baratz, mon général, quel est aujourd'hui votre constat sur l'accélération technologique dans le monde géopolitique d'aujourd'hui, qui est à la fois très changeant et évidemment très brutal? Comment pouvez-vous définir à coup sûr vos besoins dans ce monde très mouvant? Alors, tout d'abord, sur ce monde qui est en train d'arriver, en fait, c'est le retour finalement de ce qu'on a connu pendant de très nombreuses années, avant finalement cette période un petit peu particulière de paix qu'on a connue en Europe. Mais globalement, on est en train de retrouver les cycles que l'on a connus avant, où finalement les rapports de force entre États sont au cœur de la diplomatie. Et donc finalement, on redécouvre des relations diplomatiques telles qu'on les avait connues au 19e siècle et au 20e siècle, et qui sont de retour. Et donc ça transforme complètement effectivement notre environnement. Et bon, on ne va pas faire de développement là-dessus, mais vous voyez bien que l'état de droit tel qu'on l'a connu au niveau international a un petit peu disparu et qu'on est revenu dans une nouvelle ère. Alors dans ce monde totalement changeant et particulièrement violent, il faut effectivement retrouver de nouveaux repères, trouver de nouvelles solutions. Et dans le domaine technologique, c'est le deuxième grand changement que vous évoquez. Nous, ce qu'on observe, c'est effectivement qu'il y a une accélération des technologies. On l'observe notamment avec la poussée de l'IA et du numérique qui transforme énormément les choses. Et, et une transformation de la technologie qui fait que globalement, ça nous met un petit peu mal à l'aise, nous militaires, parce que classiquement, c'était plutôt des cas d'usage militaire qui tiraient la technologie. On le voit dans la dissuasion, c'est toujours le cas, mais dans les télécommunications, c'était très souvent le cas. Jusqu'à présent, on avait en France inventé le RITA, qui était une première finalement façon de créer un réseau 4G sur le champ de bataille, sur un champ de bataille déstructuré. Donc on voyait qu'il y avait une avance en termes de technologie qui était poussée par des cas d'usage militaire. Aujourd'hui, ce sont des cas d'usage civil qui sont finalement détournés pour des fins militaires. Et donc ça change complètement la donne, parce que finalement, ces cas d'usage civil, dès qu'on est dans le civil, forcément, il y a une histoire de compétition, et donc les prix sont assez bas, c'est assez abordable. Et donc on se retrouve avec des nouvelles façons de se battre sur le terrain, avec des compétiteurs, avec des ennemis, comme ça avait été le cas avec Daesh, qui achetait des drones, qui était le premier à utiliser les drones de façon assez massive face à nos forces. Et donc là, on a découvert une nouvelle façon de se battre. Et donc c'est vraiment c'est le nouveau paradigme qui apparaît, c'est comment, pour nous, militaires, on arrive à chercher les technologies civiles pour les utiliser plus rapidement dans un cas d'usage militaire. Voilà. Et donc, pour faire face à cette incertitude qui est devant nous, l'armée de terre a développé une sorte de radar prospectif avec une cinquantaine de variables, que ce soit dans le domaine sociétal, environnemental, technologique. Et on essaie de naviguer à vue. Donc, c'est très difficile de savoir où on va, mais en tout cas, il faut avancer. Et c'est ce qu'on essaie de faire. C'est-à-dire, on n'attend pas d'avoir le produit parfait pour l'avenir, mais on essaie d'avancer un petit peu à vue. Et donc, ce radar prospectif nous a permis de décliner ce qu'on appelle l'action aéroterrestre future, c'est-à-dire une vision prospective de l'espace de bataille dans 15 ans, qui permet de dégager 5 grandes dynamiques que l'on observe. C'est tout d'abord une accélération des phénomènes guerriers, des différents phénomènes, que ce soit technologiques et autres, y compris les cycles de décision liés à l'arrivée de l'IA et du traitement de données. Deuxième élément, au-delà de l'accélération, c'est vraiment une agilité que l'on n'avait pas connue, c'est-à-dire que les systèmes sont de plus en plus agiles, surtout si on travaille en architecture ouverte. On voit également qu'une troisième dynamique qui apparaît devant nous sur l'espace de bataille, c'est une complexification croissante de notre environnement, parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs, ne serait-ce que parce qu'on utilise des technologies civiles, et on voit très bien l'importance aujourd'hui d'un acteur comme SpaceX, dans nos affaires, hein, donc avec Starlink, mais pas que. On a aujourd'hui, avec le New Space, énormément de constellations d'orbite basse, ne serait-ce que pour l'observation. Donc il y a énormément de nouveaux services qui apparaissent dans le New Space. Et donc on voit qu'il y a de nouveaux acteurs, donc tout est de plus en plus complexe. L'espace de bataille est de plus en plus large, parce que globalement, tous les espaces où l'humain est en activité, il y a une confrontation. Donc d'où le cyberespace. Il y a forcément une guerre dans le cyberespace.
le domaine de la propagande, donc les réseaux sociaux apparaissent, il y a forcément utilisation pour de la compétition dans les réseaux sociaux, ainsi de suite. Donc ce phénomène de complexification, il est très important, mais ça pose également d'autres dynamiques, notamment la vulnérabilité, puisque plus on va aller vers ces systèmes connectés, et on voit que notre façon de se battre aujourd'hui va vers un système plutôt data-centré, c'est-à-dire que c'est la donnée qui va être utilisée le plus rapidement possible, exploitée par de l'IA, qui va nous permettre d'avoir un temps d'avance sur l'adversaire, mais forcément, ça crée des vulnérabilités, parce que ça veut dire qu'il faut être connecté, ainsi de suite. Et donc, on s'expose automatiquement à la guerre électronique, au cyber, ainsi de suite. Et donc, globalement, c'est assez paradoxal, mais le monde de demain va nous obliger à être très connectés, très poussés vers la tech, et également capables de mettre en œuvre des modèles ou des façons de se battre de façon très basique, parce qu'on n'est pas, la connectivité ne sera pas garantie et l'utilisation de ces outils non plus. Merci, mon général. Alors, vous avez à côté de vous Patrice Ken, qui est à la tête d'un groupe de haute technologie, qui est à la fois un groupe traditionnel, mais aussi, on pourrait dire, il a un côté start-up aussi. Patrice Ken, il y a beaucoup d'observateurs et de politiques qui sont focalisés sur un débat versus sophistication masse. Est-ce que c'est un débat, est-ce que c'est un faux débat à l'ère du numérique aujourd'hui? La question, elle est d'ailleurs plus, je dirais, capacitaire qu'industrielle, hein. Pour autant, j'ai l'impression que ça a été tranché il y a quelque temps, à savoir, quelque part, il ne faut pas opposer les deux. C'est-à-dire qu'il faut à la fois effectivement des armements, on va dire, haut du spectre, hein, effectivement, capables d'adresser des menaces elles-mêmes très sophistiquées, et de pouvoir les contrer avec des choses très sophistiquées. C'est vrai dans le domaine des missiles, des radars, etc. Et puis, par ailleurs, ce spectre des menaces est élargi vers le bas, et notamment, je pense que ce qui a changé un petit peu la donne, c'est tous ces effets de saturation apportés par les drones. On les a vus en Ukraine, on le voit maintenant au Moyen-Orient. Ces effets de saturation, je vais le reprendre d'un point de vue plutôt technique ou technologique, il n'a rien d'impressionnant. Je parle d'un point de vue technique, hein, il n'a rien d'impressionnant. Et d'ailleurs, nous-mêmes, quand je dis nous, pardon, la France, voudrait avoir ce même type d'effet de saturation, produire des drones, je dirais, à bas coût, qui soient d'ailleurs des drones sacrificiels ou autres, ça n'a rien de complexe. Donc arrêtons de dire qu'on est en retard. Simplement pour l'instant, quand je pose la question au chef d'état-major des armées, il me dit j'en ai pas besoin, c'est déjà obsolescent, on ne va pas les stocker. Donc ce dont j'ai besoin, c'est plutôt d'un outil de production capable de monter très rapidement en puissance le jour où j'en aurai besoin, ou si j'en ai besoin. Mais je ne vais pas en acheter des millions, la France n'est pas en guerre, etc. Donc ce n'est pas parce qu'on n'en achète pas des millions qu'on est en retard, c'est juste parce que pour l'instant, ça ne correspond pas aux besoins, en tout cas, c'est ce qu'exprime le Sénat. Et puis par ailleurs, pour contrer, je dirais, cet effet de saturation, je dirais, on a des solutions. Voilà. Alors elles n'étaient peut-être pas toutes implémentées, mais la réalité, c'est que, par exemple, avec des roquettes qui coûtent à peine plus cher, voire même moins cher que les drones qu'on voit, le drone Shahed, c'est un moyen assez efficace, avec un ratio cost to kill, c'est pas très élégant, hein, mais bon, je crois que ça s'appelle comme ça, qui est tout à fait adapté. Voilà. Et d'ailleurs, à vitesse grand V, on les a intégrés sous des hélicoptères pour pouvoir faire du sol-air, et puis sous avions de combat. Voilà. Donc je résiste un peu face au discours ambiant un petit peu, ouais, on est en retard, on ne sait pas faire, etc. Non, jusqu'à présent, on n'en avait pas besoin, il n'y a pas de besoin opérationnel qui a été exprimé. Dès lors que les armées les expriment, ben, on se met au diapason. La technologie, on la maîtrise largement. Après, c'est plus une question d'outils industriels qu'on met en place. C'est comme acheter une police d'assurance, finalement. Voilà. Avoir l'outil industriel capable d'eux, ben, c'est acheter une police d'assurance au cas où on en a besoin. Donc, moi, c'est les principaux, je dirais, voilà, c'est pas un segment, mais en tout cas, ce que je vois, ce qu'on peut en tirer des théâtres d'opérations récents. Et puis, comme l'a dit le général, c'est vrai qu'on a vu arriver l'hybridation des communications. OK, ben, des kits d'hybridation, on en a fait de manière très très rapide. D'ailleurs, je pense que le général pourra en témoigner. À nouveau, technologiquement, étant un groupe dual, je dirais, savoir hybrider des technos 3G, 4G, 5G avec des communications militaires résilientes, bah, on sait faire. Voilà. Et encore une fois, ce n'est pas parce que le besoin n'existait pas il y a 5 ans qu'on était en retard. Il n'y avait pas de besoin, donc on ne l'a pas fait. Il y a un besoin, on le fait. Et l'outil de production suit. Quand je vois les montants en cadence qu'on a fait ces dernières années, bah, effectivement, il y a 10 ans, on n'avait pas besoin de 40 radars par an. Bon, aujourd'hui,
C'est à peu près ce dont on a besoin, pas qu'en France, hein, je veux dire, ça c'est d'un point de vue global. Bah, on est monté de 10 radars par an à 40 radars par an en France, on a multiplié par 4 la production en 2-3 ans. Honnêtement, je ne connais pas beaucoup d'industries qui savent faire ça sur un claquement de doigts pour des objets de cette complexité. Voilà, donc restons positifs. Ok. Gardez le micro, Patrice Ken. Pour un groupe comme Thales, comment vous pouvez rester à l'état de l'art sur tout un panel d'activités, qu'elles soient aussi bien dans le civil que dans la défense, et notamment être à l'état de l'art des ruptures technologiques? Est-ce que c'est un problème de moyens financiers? Est-ce que c'est un problème de moyens humains? Est-ce que c'est un problème de formation? D'ailleurs, plusieurs fois, vous avez regretté que le niveau en maths en France se réduise, en tout cas descende. Comment vous analysez ça d'un point de vue global? Alors peut-être Thalès, et puis j'élargis d'un point de vue global. Disons, pour nous, en tout cas, je pense que ce qui va compter, ce qui fait que pour l'instant, on arrive à rester, je pense, à l'état de l'art, d'ailleurs sur un champ technologique que nous embrassons qui est très très large. Hein. Je dirais, grosso modo, des sciences physiques jusqu'aux sciences numériques. Hein. D'abord, c'est la taille, parce qu'à un moment donné, c'est vrai que la taille aide, voire est nécessaire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne fait pas que de la défense. On ferait que de la défense, on ferait à peu près la moitié de ce qu'on fait aujourd'hui, hein. Une douzaine de milliards. Il y a un moment donné, la taille aide effectivement à embrasser un champ technologique qui aujourd'hui qui est divergent. Quand je dis aujourd'hui, il a toujours divergé, mais il diverge de plus en plus rapidement. Donc, la taille est importante, c'est ce qui nous permet de faire 4 milliards et demi de R&D chaque année. Voilà. Parce que quand on fait 22 milliards de chiffre d'affaires, ça nous permet effectivement d'avoir 35 000 collaborateurs en ingénierie sur 85 000 et d'investir des sommes très importantes, largement financées par nos clients d'ailleurs. Mais en tout cas, donc, la taille. Deuxièmement, j'insiste la dualité. Voilà. La dualité, ça fait écho à ce qu'on a dit sur l'hybridation des communications, mais c'est vrai dans plein de domaines, c'est vrai dans le domaine cyber, c'est vrai dans le domaine spatial, c'est vrai dans le domaine aéronautique. La dualité aide énormément justement à tirer le meilleur du militaire, le meilleur du civil. Après, moi je pense qu'il y a des cycles, il y a des moments dans l'histoire industrielle, hein, si on regarde, on prend un peu de recul, où c'est vrai, c'est la défense qui tirait plutôt la performance, donc les technologies. Aujourd'hui, il y a eu effectivement des investissements dans le civil, surtout dans le numérique d'ailleurs, hein, pas dans les sciences physiques, hein, dans le numérique, qui ont été faits de manière très importante par des acteurs majoritairement civils. Bon, très bien, c'est ainsi, mais quelque part, on est capable de les adopter, même si on ne les a pas créés, de les adopter. Mais sans doute, ce cycle se retournera, et peut-être qu'on parlera plus tard du quantique, mais pour le coup, le quantique, c'est des sciences physiques. Et là, pour le coup, les besoins, ils vont être tirés par la défense. En tout cas, ceux que je vois arriver en premier, c'est la défense, plus que le civil. Parce qu'à nouveau, c'est la performance, d'abord, en général bien supérieure qu'on cherche dans le domaine de militaire, qui va tirer effectivement la recherche, c'est déjà le cas aujourd'hui, demain l'industrialisation et la production, plutôt que le civil. Donc j'ai dit la taille, la dualité, et puis, mais vous avez fait référence peut-être aussi chez nous un petit peu l'état d'esprit. C'est un grand groupe, mais on aime bien aussi de temps en temps avoir nos propres start-up. Il y avait la Digital Factory qu'on a créée il y a une dizaine d'années, qui a vraiment apporté beaucoup au groupe et à nos clients. Je pense, il y a 2 ans, quand on a créé Cortex, cette fois-ci vraiment ciblé intelligence artificielle, pareil, c'était vraiment pour accélérer, un peu aussi s'autodisrupter, on va dire ça comme ça, chez nous. Donc voilà, avec ces 3, je pense, éléments, ingrédients, en tout cas pour l'instant, on arrive à rester au meilleur niveau mondial. Après, Jusqu'ici, tout va bien. je vais toucher du bois. On va toucher du bois. Et restons modestes parce qu'effectivement, ça va extrêmement vite. Après, la ressource clé, c'est vraiment la ressource humaine. À la fin des fins, moi je dis souvent, mon premier intrant, c'est des cerveaux. Hein. Il se trouve qu'on a un niveau d'enseignement supérieur dans nos écoles d'ingénieurs, aux universités, qui est vraiment très bon en Europe, qui est très bon en France, probablement pas assez en quantité, plutôt qu'en la qualité, il n'y a vraiment rien à dire. On sait qu'en France, on produit, entre guillemets, 40 000 ingénieurs, il en faudra à peu près 80 000. Est-ce lié d'ailleurs à une désaffection pour les sciences? Peut-être aussi un petit peu, confère ce que vous disiez tout à l'heure. Donc ça, effectivement, il y a des choses, il n'y a pas de fatalité, il y a des choses on peut faire pour essayer là, de donner envie aux jeunes de rentrer dans ces matières-là. Et puis, je disais, pas de problème de qualité, un petit problème de quantité, mais c'est quelque chose qu'on doit...
Là où on a un énorme problème, hein, pour le coup, un problème, c'est en compétitivité. Voilà. Et c'est vrai qu'en France, on n'aurait pas le cri d'impôt-recherche. Faire de la recherche en France deviendrait de plus en plus difficile. Parce qu'effectivement, entre le coût de la recherche en France et le coût de la recherche, je ne sais pas, moi je prends en Espagne ou au Portugal, on a les mêmes équipes qui, je dirais, sont tout aussi agiles, intelligentes, motivées, etc., etc. On peut avoir des écarts de 1 à 3. Donc ça, c'est un vrai sujet, je pense, pour les responsables politiques. Arnaud Montebourg était là juste avant, alors il ne se présente pas à la présidentielle, je ne crois pas, mais en tout cas pour les candidats à la présidentielle, il faut vraiment qu'on arrive à les interpeller au sens noble du terme sur ce sujet, s'ils croient en la réindustrialisation, s'ils croient en la technologie pour essayer de financer notre modèle social, il faut s'attaquer au problème de compétitivité de l'entreprise France. Merci Patrice Ken. Mon général, aujourd'hui, j'ai envie de savoir quelles sont vos principales préoccupations à court et moyen terme pour que l'armée de terre puisse rester à l'état de l'art opérationnel face à des adversaires de haut niveau. Alors les sujets de préoccupation, ils sont nombreux, d'autant plus que ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que globalement, notre époque, en termes de technologie, on est un petit peu en 1918. 1918, c'est le début de la mécanisation. Donc il y a les premiers chars qui arrivent, les premiers avions, quoi, les avions sont déjà bien nombreux, et les transmissions. Et donc là, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Donc deux solutions, soit on gagne la guerre et on se dit, tiens, ben, on va faire comme d'habitude, on ne change pas nos tactiques, mais on va utiliser ces nouveaux outils pour améliorer ce qu'on a toujours fait, soit on imagine un nouveau monde et on décide d'utiliser ça en les combinant de façon très différente. D'où 1940, où effectivement on voit le différentiel tactique entre la combinaison char, avion, transmission qui permet cette combinaison. Aujourd'hui, globalement, on est à peu près dans les mêmes ruptures. C'est-à-dire qu'on a le combat qui est centré sur la donnée, avec le numérique, les connectivités, qui va de plus en plus vite, qui permet de détecter l'adversaire, de le traiter l'adversaire plus rapidement, et donc d'accélérer les cycles de décision, un petit peu comme les transmissions. Et à côté de ça, on a la robotisation du champ de bataille qui est déjà là et qui va s'accélérer sous les effets de l'IA et de l'autonomisation des plateformes. Donc c'est exactement le même parallèle intellectuel. Et donc comment on crée ou on change nos tactiques pour s'adapter à ce nouveau monde? Comment est-ce qu'on prend l'initiative de changer nos tactiques, de transformer notre armée de terre pour rester crédible dans ce nouveau monde? C'est l'enjeu majeur. Donc ça fait phosphorer pas mal nos états-majors au niveau de l'armée de terre et tout le monde est en train de se poser les questions de savoir comment on va rentrer dans ce nouveau monde. Et avec 5 grandes priorités finalement pour l'armée de terre. La première, c'est vraiment assurer la transparence du champ de bataille. On le voit aujourd'hui. Il y a une telle multiplication de capteurs, qui soient dans l'espace, dans la très haute altitude demain, à terre, en mer, qui soient acoustiques, électromagnétiques, tout type de capteurs. On voit qu'il y a une forme de transparence du champ de bataille qui explique qu'aujourd'hui, sur le front ukrainien, il n'y a plus vraiment une ligne, c'est vraiment une zone de frappe et de destruction massive entre les belligérants d'une vingtaine de kilomètres, voire une trentaine de kilomètres. Donc comment assurer cette transparence-là et comment créer de l'opacité chez l'adversaire, ne serait-ce que temporaire, parce que globalement, on est un petit peu dans une partie d'échec. On n'arrivera pas à dissimuler totalement notre dispositif. En revanche, il faut le tromper sur nos intentions. Donc ça, c'est un autre type de manœuvre. Et là aussi, intellectuellement, ça oblige à changer un petit peu la façon dont on a conçu nos manœuvres jusqu'à présent. À côté de la transparence, il y a le commandement et contrôle, le C2, et la connectivité. Puisque c'est ce combat centré sur la donnée qui va nous faire en sorte qu'on sera beaucoup plus rapide, plus efficace, et qu'on va prendre l'ascendant sur l'adversaire. Avec ce que j'ai expliqué, la fragilité de la connectivité qui peut disparaître, et donc il faut quand même être capable de fonctionner en mode déconnecté aussi. Troisième aspect, c'est la létalité, puisqu'on voit bien que ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans un blocage tactique, sur le plan tactique en Ukraine ou ailleurs, hein, c'est que la transparence plus la létalité, c'est-à-dire des armes précises, donc les drones aussi qui sont multipliés partout pour frapper de façon précise l'adversaire, font qu'il est très difficile de se mouvoir sur le terrain sans être frappé. Et donc, comment on arrive à dépasser ce blocage tactique? Il faut de la létalité, il faut augmenter nos feux. Feux dans la profondeur, on voit l'importance d'aller frapper de plus en plus loin. Pourquoi? Parce que plus le front est dangereux, plus on a tendance à reculer nos sources d'approvisionnement. Donc, il faut être capable d'aller de plus en plus loin
frapper l'adversaire. Et puis parce que c'est effectivement un petit peu le monde de demain, c'est-à-dire que c'est un camarade allemand qui me disait globalement le canon c'est la baïonnette d'hier, c'est le dernier recours. La priorité c'est frapper à distance, donc il faut augmenter nos moyens de frappe à distance. Quatrième élément, c'est la protection, puisqu'on voit bien que la supériorité aérienne ne sera jamais garantie dans la très basse couche. Alors, cette petite couche qui est juste au-dessus du combattant, où évoluent les drones, en fait, il n'y a pas de supériorité. Donc il faut être capable d'assurer sa supériorité, puisque tous les exercices de simulation, tous les entraînements que l'on fait avec nos camarades américains montrent que si vous n'avez pas de moyens de lutte anti-drone et de défense solaire très dense, multicouche, vous avez une durée de vie qui est assez courte au niveau de vos brigades et de vos divisions. Et dernier élément, c'est le soutien et la logistique, parce que c'est souvent laissé de côté dans l'armée française, puis qui préfèrent la manœuvre et monter à l'assaut. Mais aujourd'hui, on voit bien l'importance d'avoir un soutien et une logistique aussi qui doit évoluer, parce que dans cet univers beaucoup plus dangereux, il faut être capable de dépanner nos véhicules à l'avant avec des moyens simples, donc être peut-être capable de faire de l'impression 3D de pièces pour dépanner à l'avant. Donc il y a la capacité à réparer, à apporter des logistiques très différentes, l'alléger, avec un sujet majeur qui apparaît devant nous, c'est l'énergie, puisque tous nos systèmes consomment de plus en plus d'énergie, d'autant plus qu'on est en train de déployer des data hubs aux différents niveaux sur le terrain. Et donc dès qu'on fait tourner les algorithmes, les drones, les systèmes de communication font que ça consomme énormément d'énergie. Et aujourd'hui, on a un vrai sujet sur la production d'énergie sur un champ de bataille. Alors, j'ai envie de vous poser une question à tous les deux sur la place de la France d'un point de vue militaire et industriel dans la course technologique. Où se situe la France et quels sont les pays et les armées qui sont le plus en pointe dans l'IA, le quantique, les lasers? Qu'est-ce que vous avez comme réponse? Patrice? Alors, je commence d'un point de vue industriel, hein. Je ne me hasarderai pas à aller au-delà du champ industriel ou technique ou technologique. À l'ordre 1, aujourd'hui, un groupe comme Thales, et on pourrait dire la BITD française, hein, elle joue toujours en Ligue des Champions. Enfin, je veux dire, un bon test, je dirais ça, ou un bon témoin de ça, c'est les marchés export. Pour le coup, il n'y a pas de notion de champion, on n'est pas le champion sur tel ou tel marché à l'export. Et donc, effectivement, vous gagnez vraiment sur les mérites, je dirais, des systèmes que vous vendez, des équipements, etc. etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour le moment, pareil, hein, restons modestes, mais on est vraiment dans la course. L'enjeu, il est plutôt, c'est comment on fait qu'on y reste. Et c'est vrai que, à nouveau, le champ technologique est en train de diverger. Ça veut dire aussi être capable d'y consacrer toujours plus de moyens. Bon. Et c'est là où je redis, c'est la taille aide, la dualité aide de ce point de vue-là pour effectivement, quand la défense ne peut pas tout financer, pouvoir quand même continuer cette course en avant. Sur les quelques technologies que vous avez citées, aujourd'hui, en matière d'intelligence artificielle, honnêtement, on a tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Hein. Et d'ailleurs, dans nos métiers civils, où on va beaucoup plus vite que dans la défense, c'est bien la preuve qu'en fait, on s'entrave nous-mêmes, si je puis dire, hein, parce qu'on est un peu schizophrène, parce qu'on veut aller vite, mais on s'interdit d'utiliser des outils comme Claude Code, par exemple, parce que c'est américain, parce qu'on veut aller vite, mais attention, c'est comme de la cyber, il faut mettre partout. On veut aller vite, mais pour autant, on ne veut pas exporter un LLM dans un pod parce que ça pose d'autres questions, etc. Donc, bon, il y a une forme de schizophrénie ou d'ambivalence, mais d'un pur niveau technologique, on a ce qu'il faut à la maison. Voilà. Côté cyber, enfin, je pense aussi, alors ce n'est pas un domaine sur lequel il y a des publications ouvertes où chacun se benchmark, mais j'ai quand même l'impression qu'on est vraiment dans la course. Et sur le quantique, en tout cas dans les domaines qui nous intéressent, capteur quantique, communication quantique, j'ai l'impression, alors je vais dire, on n'est pas en retard. Enfin, je veux dire, en tout cas, je n'ai pas détecté de choses. Alors ça, c'est pas des choses qui seront exportables demain, mais pour autant, des signaux faibles, comme quoi on est en retard. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les grands pays y travaillent. Les États-Unis, la Chine. Il y a une chose qui ne trompe pas, c'est qu'il y a 2-3 ans, ces pays, surtout les États-Unis, ont arrêté de publier. Voilà. Ça veut dire qu'ils sont clairement rentrés dans une phase de recherche sur programme, Black Programme, et donc ils ne publient plus, ce qui confirme nos propres travaux. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'avancer, et premièrement avec des applications militaires. Moi, quand je vois à
quelle distance nous sépare de sujets qu'on sort des laboratoires, qu'on commence à industrialiser avant d'être opérationnel, on n'est plus très loin quand même, hein. Voilà. Et par ailleurs, ce n'est pas des milliards d'euros non plus. Alors c'est sûr, quand on est amené à payer une surtaxe à l'IS de 100 millions d'euros l'année dernière et l'année d'avant, je le dis parce que c'est 2 fois 10 années de recherche dans le quantique chez nous, hein. Voilà. Donc j'espère que l'État en fera un bon usage, fera un bon investissement pour notre société, mais on s'est privé de 20 ans de recherche dans le quantique par ces 2 surtaxes IS en 2024 et 2025. Donc ce n'est pas des milliards d'euros, mais voilà, il faut qu'on continue à avancer, et moi je reste optimiste sur ces questions-là. En général, Alors, très difficile de savoir où en sont d'autres grands pays. Donc, pour la raison qui a été évoquée, c'est qu'effectivement, ce type de programme n'est pas forcément publié, et on sait très bien que tout le monde avance sur ces sujets-là. Moi aussi, je suis plutôt raisonnablement optimiste, parce que globalement, on n'est pas complètement en retard. En tout cas, on arrive à rattraper souvent le retard que l'on prend au début. On l'a vu pour les drones, ainsi de suite, hein. On voit que finalement, on revient assez facilement dans la course, puisqu'on a les moyens de le faire. Mais au-delà de la technologie, je voudrais dire que il n'y a pas de technologie qui révolutionne la guerre, en fait, ou qui va changer fondamentalement les choses. Si on revient aux fondamentaux de la guerre et donc de nos affaires militaires, c'est vraiment la combinaison des moyens, la façon intelligente dont on va combiner les moyens qui va faire qu'on sera supérieur à l'adversaire ou pas. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, ce qui est important pour nous, dans l'observation que l'on fait des différents conflits, c'est qu'on voit qu'après le premier choc initial que l'on subit lorsqu'on est en conflit, donc il faut déjà encaisser le premier choc, mais après, celui qui prend l'ascendant, c'est celui qui est capable d'innover plus rapidement et d'adapter plus rapidement les capacités, de saisir plus rapidement les opportunités. D'où l'importance d'ailleurs d'avoir une très grande proximité entre les opérationnels, les militaires et les chercheurs, les industriels, de façon à avoir cette boucle directe qui permet, dès le temps de paix, d'avoir des écosystèmes innovants qui permettent de s'adapter. Donc, on n'est pas, moi, je ne pense pas qu'on soit vraiment en retard. En tout cas, je pense qu'on arrivera à encaisser le premier choc et à rattraper. Mais ce que je voulais souligner, c'est vraiment que si on revient vraiment aux fondamentaux des choses, c'est pas qu'une affaire technique. Et on le voit, moi, ça m'avait pas mal marqué lorsque j'étais au Sahel. Comment des groupes terroristes qui ont quasiment pas de moyens arrivent à résister face à des armées qui disposent de grands moyens technologiques, notamment dans le domaine du renseignement. Comment est-ce qu'ils arrivent à communiquer, à diffuser leur propagande sur les réseaux sociaux, alors qu'ils savent qu'ils sont surveillés en permanence? Ben, ils arrivent à le faire. Donc on voit bien et d'ailleurs j'avais demandé à mes équipes d'étudier la façon dont travaillaient ces groupes-là, parce qu'ils s'étaient positionnés dans une position du faible au fort, et ils avaient trouvé des moyens de contournement. Donc c'est pas l'idéal, mais pour eux le but c'était de résister. Donc on voit bien que tout n'est pas dans la technologie lorsqu'on est dans une phase d'affrontement. Et certaines opérations ou certains conflits actuels nous montrent que tout n'est pas dans la technologie non plus. ok, ben, justement, on va parler encore de technologie, on va parler d'intelligence artificielle. On en a beaucoup déjà parlé ce matin. Patrice Ken, bon, on peut dire que c'est une rupture technologique, mais qu'est-ce que vous constatez dans la fameuse boucle OODA? Est-ce que c'est pour justement que la prise de décision soit hyper rapide et hyper compétitive? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de ce que vous pouvez amener ou apporter aux armées dans le C2, dans les radars, dans les drones? Est-ce que vous avez des exemples? Oui. Je vais en prendre quelques-uns, puis je vais en prendre un que je vais partager avec le général, c'est Arcadia. Si vous êtes d'accord, mon général, on n'avait pas répété, hein. Mais je commence peut-être par des exemples vraiment très adhérents à Thales. Aujourd'hui, nos radars les plus performants, ils voient très loin. Maintenant, c'est vrai que pour détecter des drones, c'est des objets qui sont plutôt plus petits qu'un avion, qu'un hélicoptère, qui volent plus lentement, à plus basse altitude. Donc même le plus performant de nos radars, ça lui pose quelques difficultés. En tout cas, il peut y avoir des faux positifs, par exemple. Il peut confondre un drone et un oiseau, par exemple. Et là, en y mettant des algorithmes d'IA, ça effectivement améliore considérablement les faux positifs. Du coup, le temps d'opérateur ou la charge cognitive peut vraiment se consacrer sur ce qui est vraiment un drone et pas quelque chose qui n'a aucun intérêt militaire. Un autre exemple, c'est celui-là, vous l'avez vu au Bourget, typiquement, au Salon du Bourget, quand on met des algorithmes d'IA dans des pods de reconnaissance,
effectivement, on gagne un temps important. C'est les pilotes qui nous le disent, c'est pas nous. Arriver sur zone, une vingtaine de minutes pour trouver des cibles d'intérêt. Pour dire que c'est pas évident. Quand voilà, on est sur zone, le pod il va regarder finalement une petite zone finalement, et puis il va récupérer des terabytes de données. C'est sûr que là, l'intelligence artificielle va aider clairement le pilote pour lui dire, voilà, j'ai déjà fait une grosse partie du travail, j'ai repéré 20 plots intéressants. Après, il faut peut-être aller zoomer dessus pour avoir une confirmation, mais de 20 minutes, on passe plutôt à la dizaine de secondes. Donc le gain opérationnel, il me semble-t-il, il est très important. Troisième exemple que je prends, et puis après on parlera d'Arcadia avec le général, mais c'est la guerre des mines. Pour le coup, c'est un exemple, là, c'est à la fois, je dirais, de l'IA dans des capteurs, les sonars, mais aussi de l'IA au sens aide à la décision, dans les C2, où finalement, et aussi dans la navigation autonome, où ce qu'on est en train de livrer pour la marine française et d'ailleurs la marine britannique, puisque c'est un programme franco-britannique en coopération, quelque part, si je le dis de manière peut-être un peu caricaturale, on a tout dronisé. Voilà, il n'y a plus que des drones de surface, des drones sous-marins, des drones qui vont aller neutraliser la charge. Et on a mis l'IA à peu près partout, que ce soit dans la navigation pour que le système aille se déployer tout seul, entre guillemets, et puis surtout cartographier avec des sonars, pour le coup là il faut bien des capteurs, et avec de l'IA à nouveau, aller repérer, donc on dit détecter, classifier, identifier les mines. Et la flottille, là où il y a les experts de la marine installés à Brest, aujourd'hui les retours qu'on a, c'est que le système est extrêmement performant. Ça ne retire en rien, je dirais, l'expertise clé, je dirais, des gens qui sont formés à lire ces images sonars. C'est quand même pas des photos que n'importe qui peut lire, mais pour autant, le gain de temps est considérable et le niveau, je dirais, de performance en termes de cibles identifiées, de mini identifiées, est extrêmement impressionnant. Alors sur Arcadia, je vais laisser le général parce que c'est d'abord une initiative qui a été, je dirais, tirée par les forces et puis rejoint en parallèle par des choses que nous avons développées de notre côté, mais tout se rejoint à la fin. Oui, donc effectivement, sur la partie IA, j'ai plutôt l'habitude de dire qu'il y en a partout maintenant, donc c'est plus un sujet. Il ne faut pas se poser la question de savoir où est-ce qu'on va mettre de l'intelligence artificielle. Il y en a partout, ne serait-ce que pour la détection, effectivement, la reconnaissance, où c'est beaucoup plus performant que nos propres opérateurs. En tout cas, ça les oriente, ça les aide dans le travail. Et ça permet aussi d'estomper cette opposition qu'on met toujours entre haute technologie et coût. Parce qu'effectivement, avec de l'intelligence artificielle, on peut réutiliser de vieux matériels, comme on l'a fait avec le canon de 20 mm anti-aérien qu'on avait mis de côté dans l'armée de terre, et qui finalement, avec une bonne caméra et de l'intelligence artificielle, fait une excellente arme de lutte anti-drone. Donc on voit bien que de l'IA, avec un peu de technologie, ça permet de faire recoller le côté rustique, ancien, et avec la très haute technologie. Ça va faire des économies aussi. Pardon ? Ça va faire des économies. Oui. On espère. Ça veut dire qu'on en aura plus. Non, l'autre aspect, effectivement, c'est sur la partie prise de décision, sur l'accélération des boucles de décision, c'est fondamental. Et donc, effectivement, l'objectif pour nous, c'est un peu de rattraper ce qui est déjà en place chez nos camarades américains avec l'exploitation massive des données et la capacité à identifier plus rapidement les cibles adverses, les objectifs et les traiter. Donc c'est toute la dynamique d'Arcadia avec un certain nombre de programmes qui sont en train de converger, que ce soit sur l'identification, la mise en réseau des capteurs et l'exploitation de ces données, mais également dans le cycle décisionnel, donc avec l'accélération de la méthode de prise de décision qui est largement aidée par l'intelligence artificielle. Et lorsqu'on fait par exemple une étude terrain avant d'engager une unité terrestre dans un compartiment de terrain, d'habitude, il nous faut pas mal de temps. Il faut 2 officiers qui pendant 3 heures essaient de voir comment est le compartiment de terrain. Là, l'IA, en 2 minutes, a fait le travail, et de façon remarquable. Donc on voit bien qu'il y a des secteurs où effectivement on va aller plus vite. Cela étant, nous, on a un petit sujet de formation ensuite de nos officiers, parce que ces systèmes-là, il faut apprendre à les utiliser et à les maîtriser.
puisque ça va permettre d'aller plus vite, d'accélérer la boucle de décision, mais après, il faut être capable de résister justement à la vitesse que propose ce système-là et ne pas tomber dans l'abattage du targeting qu'on a pu le voir dans certaines opérations de certains de nos alliés, où finalement il y a une telle pression pour obtenir du résultat, on va très très vite, on décide très vite, sans forcément reboucler ce que propose l'algorithme qui ne fait que de la statistique. Et donc il y a toujours un pourcentage d'erreur possible. Donc là aussi, il faut être capable d'apprendre à travailler avec ces intelligences artificielles, de résister un petit peu à la pression et de ne pas se laisser guider par l'IA, mais de faire en sorte que la technologie soit un appui et pas l'inverse. Ok, on va aborder la thématique quantique. Le temps passe trop vite. Patrice Ken, vous avez coutume de dire qu'il ne faut pas rater le virage du quantique. C'est un discours que vous tenez depuis 2, 3, 4 ans. Quelles seront les performances du quantique et quels sont les défis pour être à l'état de l'art dans cette technologie disruptive? J'aime bien prendre des ordres de grandeur en bon matheux pour voir ce qu'on peut gagner finalement d'une génération actuelle à la génération de demain. Alors c'est toujours forcément un peu faux ou un peu caricatural, mais c'est juste pour fixer les idées. L'IA en général, ça nous fait gagner un facteur 10 à 100. Voilà. On va 100 fois plus vite, ou 100 fois plus efficace, ou 100 fois plus précis. Voilà. On va dire 10 à 100, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Ce qui est déjà considérable. Hein. Avec le quantique, et notamment dans les capteurs quantiques, on va plutôt partir sur des multiples de 1000 et au-delà. Donc on va gagner au moins un ordre de grandeur, entre 100 et 1000, voire 2 ordres de grandeur si c'est au-delà de 1000. Ce qui veut dire que c'est des disruptions qui sont majeures, qui sont vraiment majeures. Alors après, à quoi ça sert, où est-ce qu'on peut l'appliquer? Alors je vais prendre 3 exemples, et on va vraiment pas faire d'équation de sciences physiques, hein, c'est promis. J'adorerais, mais on va pas avoir le temps. Dans le domaine de la navigation, donc ça fait appel aux atomes froids, je l'ai juste dit, mais bon. Dans le domaine de la navigation, où effectivement, entre la génération la plus performante de centrales inertielles qui fait qu'on a une dérive seulement de 1 km entre Paris et New York sur un vol commercial, on va arriver à une dérive de seulement 1 mètre. Donc on retrouve ce facteur 1000, 1 mètre, 1 km. Là j'ai pris un exemple civil, mais on peut imaginer ce que ça veut dire dans un sous-marin, par exemple, qui n'aurait quasiment plus besoin de recaler quoi que ce soit, de faire immersion périscopique ou autre, si effectivement sa centrale inertielle, je dirais, dérive 1000 fois plus lentement, je dirais, que la plus performante des centrales inertielles actuelles. Premier exemple. Deuxième exemple, dans le domaine des antennes. C'est vrai qu'on émet et on reçoit beaucoup de choses dans les armées, la communication, la guerre électronique, etc. etc. Ça va nous permettre, ces technologies quantiques, c'est plutôt sur de l'interférométrie supraconductrice, pour ceux qui sont curieux, de décorréler finalement la taille de l'antenne et la longueur d'onde. Et c'est vrai que plus la longueur d'onde est grande, plus l'antenne est grande. Ça, c'est les lois de la physique qui nous disent ça. Et donc effectivement, pour les très basses fréquences, je reprends l'exemple des sous-marins qui utilisent de la VLF, fondamentale d'ailleurs dans le cadre de la chaîne de la dissuasion. Effectivement, au lieu d'avoir des antennes très grandes, je ne dirais pas de combien, mais très grandes, on pourrait avoir des antennes de la taille d'1 pouce. On retrouve ce facteur 1000 qui est une vraie disruption. Et puis le troisième exemple, et je m'arrête là, c'est dans le domaine de la détection d'anomalies magnétiques. Alors ce que je vais dire est en source ouverte, donc je ne sortirai pas avec les menottes de cette salle. Vous tapez DAM sur Google ou vous demandez à ChatGPT, vous allez trouver détection d'anomalies magnétiques à partir notamment de ce qu'on appelle les centres NV, donc des structures de diamants où on crée finalement une irrégularité, de mesurer des variations du champ électromagnétique extrêmement fines, extrêmement faibles. Voilà. Et on voit bien où est-ce qu'on a besoin dans le champ militaire de détecter des masses métalliques qui perturbent le champ électromagnétique terrestre. Voilà. Et donc là, c'est des vraies ruptures aussi, si on arrive effectivement à passer d'objets de laboratoire à des objets industriels. Et là, ce qui nous manque, les équations marchent, je veux dire, les prototypes marchent, c'est vraiment la supply chain. Donc on est vraiment pas très loin du marché, entre guillemets, ou des applications. C'est-à-dire ? C'est-à-dire avoir pas uniquement Thales, qui est plutôt un intégrateur, mais des PME, des ETI qui sont capables de produire tous les sous-ensembles de photonique intégrée avec de l'électronique miniaturisée qui va nous permettre effectivement, à la fin des fins, de produire. Parce que si on en fait, c'est probablement pas... L'exemple que je prends d'ailleurs, qu'on peut
m'imaginer pourquoi, il faudra le produire en milliers d'exemplaires, par exemple. Hein. Ça demande toute une chaîne industrielle avec une certaine maturité pour le faire. Si je vous dis, moi je peux vous le faire, mais je peux en faire 5 par an, les armées vont me dire, oui, mais 5 par an, j'en ai besoin de 1000 par an. Ça ne m'intéresse pas, c'est comme si on n'avait rien fait. Donc il faut qu'on passe de 5 par an à 1000 par an. Et ça, c'est vraiment de la montée en maturité de ce supply chain, ce qui est un vrai boulot d'ailleurs. Hein. Donc c'est plus tellement de la technologie en soi, mais c'est indispensable pour qu'on arrive à livrer aux forces des choses qui soient opérationnellement intéressantes. En général, c'est à la fois passionnant et à la fois effrayant, parce qu'il faut vraiment maîtriser cette technologie. Est-ce que vous avez déjà réfléchi aux apports opérationnels et capacitaires du quantique, et quels sont finalement les risques ou les avantages de maîtriser cette technologie, les risques si vous ne l'avez pas? Les applications ont été largement décrites déjà, mais après on pourrait rajouter une autre application qui, pour nous, peut nous intéresser sur un autre plan, hein, qui est un peu le plan industriel, sur le fait que ça puisse nous permettre d'imaginer de nouveaux types de matériaux plus performants, plus efficaces pour la protection de nos personnels. Donc, il y a énormément d'applications. Donc, les applications, bon, elles ont été largement décrites, donc je ne reviendrai pas dessus. Mais après, le risque pour nous, c'est que si on n'est pas, on ne dispose pas de ces outils-là, soit on est dépendant, donc ça c'est le meilleur des cas, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre, un allié, sera plus en avance et nous fera bénéficier de ces avancées, s'il veut bien, soit effectivement on sera vraiment en risque. Parce que si on n'a pas ce type d'application-là, on aura quand même de grandes difficultés pour déployer un certain nombre de nos outils, qui font quand même le cœur de notre dissuasion. Donc c'est quand même des sujets fondamentaux pour nous si on veut rester sur la solidité du système défensif de la France. Alors, Patrice Ken, il y a un objet dont on a beaucoup parlé en début de semaine, un programme même, qui est le SCAF. Vous me voyez venir avec mes grands sabots. Je voulais savoir, en fait, non pas un commentaire sur l'arrêt du SCAF, mais quel serait l'impact de la fin de ce programme pour Thales? Et est-ce que vous avez déjà prévu un plan B? Alors moi non. L'impact économique, il est minime, si je puis dire, hein. Compte tenu de la taille du groupe, ça fait partie des... Je ne peux pas d'un point de vue industriel, hein. Ça fait partie des aléas, entre guillemets, voilà, de programmes qui peuvent s'arrêter, etc. Voilà. Donc je ne peux pas le prendre d'un point de vue, je dirais, cette fois-ci capacitaire. Je ne suis pas légitime à m'exprimer là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que on est à disposition pour, je dirais, aller de l'avant. Je veux dire, voilà, c'est fait. Moi, je regarde devant. Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Je crois qu'on est à disposition, mais à ce stade, je n'ai pas plus de commentaires à faire. J'ai une question pour la conclusion, pour vous deux. On a parlé du quantique, on a parlé d'IA, on a parlé un peu de laser, mais pas trop. Mais quelles sont les autres technologies essentielles que les armées françaises doivent absolument maîtriser? Alors on pourrait très bien citer le laser, qui est un outil qui a beaucoup d'intérêt pour nous, soit pour les communications, pour sécuriser nos communications et les rendre beaucoup plus discrètes face à la guerre électronique adverse, ou pour de la lutte anti-drone, mais lorsqu'on sera gagné un petit peu en maturité. Donc on a quand même pas mal d'applications. Tout ce qui est, de façon générale, les armes à énergie dirigée, donc, parce que ce soit les impulsions électromagnétiques ou autres, qui permettrait également de neutraliser les systèmes électroniques adverses. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels on peut avancer et qui vont offrir énormément de transformation du champ de bataille. Avec ce que j'expliquais à un moment donné aussi sur l'importance quand même du domaine de l'énergie, qui va rester un de nos sujets majeurs dans les années à venir, parce que ça sera effectivement un sujet central pour la suite. Oui. Patrice Ken. Moi, j'aime bien c'est que je vois bien le triptyque quantique IA, mais j'ai rajouté le cyber. On n'en a pas beaucoup parlé. Et d'ailleurs, je pense que les percées à venir, c'est à l'interstice, je dirais, de ces trois choses. Et typiquement, comment on utilise l'IA pour être encore plus performant. Je mets des guillemets à ce que je dis, hein, dans les attaques cyber, ou réciproquement, comment on utilise l'IA pour se protéger effectivement, plutôt côté cyberdéfense que cyberattaque. Donc je dirais dans la combinaison en fait de ces différentes sciences, il y a encore énormément de choses à faire.
les annonces qu'on défrayait la chronique, alors bon, il y a un petit côté marketing aussi, hein, sur Mythos et consorts, montrent bien comment effectivement numérique, IA et cyber, là il n'y a pas de quantique pour le coup, mais se renvoient un petit peu la balle. Et puis là où le numérique rejoint aussi les sciences physiques, c'est quand on travaille sur de la crypto-résistance aux attaques quantiques, hein, le jour où elles existeront, mais on ne peut pas présumer qu'elles n'existeront jamais. La crypto post-quantique, sur lequel c'est plus qu'on travaille, d'ailleurs on la commence à déployer dans nos équipements, c'est des maths. Hein. À nouveau, c'est des maths, puis un peu de numérique, parce qu'il faut mettre tout ça dans un algorithme qui tourne sur des puces. Mais voilà, donc c'est à l'interstice de ces trois, je pense, où il y a encore des disruptions qu'on n'a pas fini de découvrir les uns les autres et qui feront que la France restera dans le jeu, ça c'est ma conviction, ou pas, si on n'arrive pas à investir suffisamment vite et suffisamment fort. Merci beaucoup à vous deux. Je vous demande de les applaudir. Merci mon général, merci Patrice Ken.